Et bon, on y va. Bonjour à toutes et à... bonjour à toutes même, carrément. Bonjour Edith. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être à vos côtés ce soir à la BPI pour animer cette rencontre autour de votre livre Ma famille imaginaire qui est paru en octobre 2023 chez Lagrume. Mais avant d'aller dans l'imaginaire, j'aimerais qu'on reste dans le réel en abordant votre parcours. Alors, votre première rencontre avec le dessin et la bande dessinée, c'était quand ? Alors là, ça c'est une grave question. Je pense que c'était certainement... Grave mais importante. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'en fait, j'ai même pas de souvenir que ça ait commencé. Parce que j'ai l'impression que ça a toujours été, quoi. Enfin, comme on voit les gamins qui dessinent avec 3 feutres, et ben voilà, je pense que ça part de là et juste ça se poursuit. Et alors, votre première bande dessinée, c'était quoi ? Alors ça, par contre, bah, c'était justement avec mon cousin, en fait, qui a mon âge et qui, lui, est un grand lecteur de BD. Et donc, on s'échangeait des bandes dessinées. Je pense que je dois avoir 10 ans. Je me rappelle d'une BD un peu honteuse que j'avais faite, donc je suis pas sûre d'avoir envie de vraiment dire ce que c'était. Mais en gros, c'était une espèce d'anti-héroïne qui se fait moquer par les copines de classe. Voilà. Et vous aviez écrit de A à Z l'histoire ? Ouais, alors c'est beaucoup dire, hein, l'histoire. C'était des sortes de petits gags dessinés sur des pages de cahiers avec des trous là, que j'avais accrochés après avec des trombones. Enfin voilà, c'était pas hyper élaboré. Ça ressemblait, il y avait un petit délire quand même un peu manga, parce que je pense que c'est ce qu'on voyait à la télé. Donc, Justement, qu'est-ce qui vous inspirait à l'époque ? Qu'est-ce que vous lisiez ? Qu'est-ce je que vous pense que ce qui regardiez ? me faisait rire dans les mangas, c'était le côté un peu burlesque de les personnages qui sont très premier degré, bien coiffés avec des grands yeux, et puis d'un coup, quand ils font quelque chose de grotesque, ils se déforment, ils deviennent tout petits, ou ils se donnent des coups de maillet. Enfin voilà, moi, dans les années 80, c'était genre Nicky Larson, Sailor Moon, enfin des trucs comme ça. Et j'aimais bien le côté ridicule, en fait, le personnage qui devient ridicule un peu. Et voilà, je trouvais que c'était Donc ça, assez... c'est la partie animée, mais est-ce que vous lisiez des mangas ? En fait, je lisais pas de manga, non. Ça, pour le coup, ma génération, il n'y avait pas trop de... Enfin, par contre, j'étais abonnée à Spirou Magazine. Et du coup, je lisais, je me rappelle de Mélusine, La Petite Lucie, et puis il y avait les histoires de Spirou qui étaient découpées en plusieurs épisodes. Voilà. Et je me rappelle que je m'inspirais... Enfin, en tout cas, le moment où je prends conscience que je m'entraîne à bien dessiner, on va dire, c'était d'après des Spirou, ouais, effectivement, les dessins de Spirou. Vous procédiez à du recopiage, c'est ça ? J'ai procédé à du recopiage, tout à fait. Et je me rappelle même du premier dessin que j'ai fait dans le style, mais où j'ai pas recopié, où j'ai genre inventé un personnage, j'étais hyper fière. C'était un garagiste, je sais pas pourquoi. Hyper bizarre, un bonhomme avec une casquette et des outils, enfin... Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, parce que je pense que j'étais plus dans la période sirène et compagnie, donc... Oui, ça mais n'a je rien sais à pas voir. pourquoi, c'était un garagiste, et je trouvais qu'il était hyper bien. Je l'ai gardé longtemps, je l'ai découpé comme ça. C'est peut-être le début d'une nouvelle histoire. Alors ensuite, on va continuer dans votre parcours. Par rapport aux études, qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Et ben, donc, j'ai un peu erré vaguement à la fac d'art plastique à Bordeaux, parce que j'avais pas tellement bien anticipé le fait que j'aurais mon bac, parce que j'étais pas tellement avec des super résultats, on va dire. Donc, bah, je me suis retrouvée à la fac. Et puis, en fait, c'était quand même vachement bien, parce que c'était... bon, alors, rien à voir, plutôt art contemporain. Voilà, il y avait des cours d'esthétique, c'était la philo de l'art. Enfin, c'était vraiment super intéressant sur le plan théorique. Et puis, au bout d'un moment, j'étais bien forcée de me rendre compte que j'avais une espèce de carence en dessin. Donc j'ai décidé de faire une école de dessin. Donc c'était Émile Cole à Lyon. Donc l'inverse, un truc super technique, assez entre guillemets militaire dans l'organisation même des cours. Mais bon, comme je venais de la fac où c'était totalement l'inverse, on était avec des gens, beaucoup de gens plus vieux, enfin des gens qui ont un parcours qui se destinent à être prof, ou enfin voilà, plutôt intello, on va dire. Et là, c'était carrément un switch dans l'autre L'inverse, sens. ouais. Mais est-ce qu'à la fac, vous continuiez à dessiner ? Eh bien oui, et je me rappelle même le déclic, c'est que du coup j'avais quand même compris ce qu'ils attendaient les profs dans les cours de pratique. Donc par exemple on avait ce qu'ils appelaient des chantiers. Donc c'était un thème qu'on devait traiter. Voilà, donc je me rappelle d'un où c'était l'inachevé. Bon. Et donc j'avais fait un arbre généalogique mais complètement bidon, enfin avec des photos que j'avais pris à droite, à gauche.
Et j'avais eu une super note. Et je me rappelle qu'il y avait un étudiant qui avait fait un énorme dessin qui était donc pas terminé, mais un truc vraiment trop fascinant à regarder avec plein de détails, un truc trop beau. Et lui, il avait une note horrible parce qu'il savait pas défendre son travail ou expliquer ce qu'il avait fait. Et je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, bon, stop, en fait, il faut que je parte. Voilà. C'était une révélation. Ouais, je me suis dit, c'est trop injuste, il a fait un super dessin. Et voilà. Et donc là, ensuite, vous êtes parti à Émile Cole. Ouais, c'est ça. Pour apprendre vraiment le dessin. Et là, vous êtes dit, je vais être dessinatrice, autrice de bande dessinée. Non, là, rien. Je me suis rien dit, à part je me suis dit, bon, je vais dessiner et j'espère que je trouverai moyen de gagner un peu d'argent avec ça. Et du coup, on nous a plus orienté quand même illustration jeunesse, parce que c'était là où il y avait peut-être plus moyen d'être rentable, entre guillemets, ou plus d'emploi, on va dire. Enfin, emploi, c'est pas vraiment le terme approprié, mais ouais, plus de jobs. Plus de débouchés, ouais. Ouais, on va dire ça. Donc du coup, je me suis plutôt orientée vers ça. Et en fait, c'est au Salon du Livre de Montreuil qu'il y avait un éditeur de Actes Sud BD qui, lui, venait à la rencontre quand même des dessinateurs, dessinatrices. Et donc, je me rappelle que c'est une copine qui m'a appelée, qui me dit « Ouais, il y a un type là qui cherche des gens qui font de la BD. » Donc, j'y suis allée comme ça, et voilà. Et du coup, finalement, il m'a proposé un scénario. Donc là, c'était votre première entrée dans le monde de l'édition? Non, parce que j'avais déjà fait un peu de jeunesse, d'illustration jeunesse. Une collection qui s'appelait Graines d'ado, qui était avec un petit éditeur, où lui, il écrivait les histoires et moi, je devais les illustrer. Et donc, non, c'était pas de la BD vraiment. Et sauf que, je sais pas, Thomas Gabizon, ça a dû lui plaire, ou il devait avoir besoin de quelqu'un pour dessiner le truc. Enfin, bref. Il m'a proposé ça, et à ce moment-là, j'étais pas du tout consciente que ça allait être un peu dur de faire 180 pages de BD. Mais vous y êtes arrivé. Oui. Ouais. Ça a pris un peu de temps quand même. Donc là, c'est votre premier livre, et là, c'est à ce moment-là que vous vous dites, deuxième livre, mais vraiment publié par Actes Sud, et c'est à ce moment-là que vous vous dites, je serai autrice de... Ouais, je crois que ça commence du moins en fait, comme c'était un peu dur de travailler un si gros projet, parce que j'étais habituée quand même à faire de la commande. Et là, je me rendais compte que c'était hyper dur de faire 180 pages, de devoir ingurgiter une histoire et de la raconter totalement par le dessin. Donc je me rappelle que c'est en faisant ça que je me suis dit, bon, si je refais une BD un jour, je veux maîtriser aussi l'histoire. Parce qu'on avait pas mal de conflits avec le scénariste, enfin de conflits. Oui, on n'avait pas forcément la même vision des choses, et lui, c'était son histoire. Donc bon, voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, je m'étais dit ça, je m'étais dit, je vais faire... la prochaine fois, on ne m'y reprendra pas, n'est-ce pas? Et donc, oui, j'ai commencé à ce moment-là à écrire un projet qui n'était pas celui-là, mais qui était quand même le projet avec lequel je suis rentrée en résidence à Angoulême, que donc j'ai totalement réécrit. D'ailleurs, cette personne m'en est témoin. Voilà. On va y revenir, mais justement, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur votre style graphique. À quel moment il est né votre style graphique, même s'il va évoluer, je pense, au cours de votre... Franchement, au début, je dirais que j'étais assez formatée par rapport à l'école que j'avais faite. Et même, je me souviens que certains éditeurs que j'avais rencontrés au tout début, que je cherchais à publier, donc où juste on vient avec son book et un peu à la pêche, quoi. Et je me rappelle, je ne saurais plus vous dire quel éditeur, mais qui m'avait dit « Ah non, mais ça, toi, tu as fait Émile Cole, nous, on publie plutôt des gens qui ont fait les Arts Déco de Strasbourg, en fait. » Donc, j'étais là « Ah, ok. » Et genre, j'avais trouvé ça hyper bizarre, et en même temps, ça m'avait mise en face du fait que j'étais extrêmement formatée dans mon style. C'était marqué, en fait. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'on ne s'en rend pas compte, en plus, quand on est jeune et tout. Enfin, voilà, on a tout un tas d'influences, mais bon... Et puis, c'est vrai que c'est finalement en faisant ce travail avec Actes Sud BD que ça m'a obligée à sortir quand même parce que j'étais très formatée jeunesse et tout. Puis un certain style, on va dire, plus, comme on dit, mainstream dans le jargon, n'est-ce pas? Mais en fait, ouais, lui, il m'a un peu poussée dans mes retranchements, à aller vers autre chose. Il m'a un peu fait un peu ma culture de l'image. Je connaissais rien en BD indé. Je lisais, en plus, autant j'étais abonnée à Spirou Magazine quand j'étais jeune. Mais bon, finalement, je lisais plus tellement de BD. Voilà, j'avais un peu lâché avec ce truc-là. Et maintenant, vous en lisez? Maintenant, ouais, j'en lis davantage. Ouais. J'en ai toujours en retard, d'ailleurs. Parce qu'en plus, maintenant que je connais d'autres auteurs et autrices de BD, j'ai envie de lire leur travail. Et donc, ça s'accumule. Plein de trucs à lire, quoi. Et ça vous nourrit? Ça vous donne des idées? Je pense, ouais. Quand je suis arrivée à la résidence et que je me suis dit, bon...
comment écrire une histoire, enfin comment faire ça. Je me rappelle d'avoir lu La légèreté de Catherine Meurice à dessein, parce que je savais que c'était quand même de l'autobio et que c'était un sujet un peu intense. Et donc j'ai vu un peu, enfin voilà, je me suis pas vraiment inspirée, mais du moins je me suis dit ah oui, j'ai vu ce qui était possible, quoi, qu'elle peut se permettre. Voilà la voix off, parce que j'étais un peu en conflit au début avec l'idée d'utiliser la voix off, et en fait j'ai vite compris. Je me suis mise à ce moment-là à lire du coup des récits. J'ai lu aussi Florence Dupré-Latour, et je me suis dit qu'en fait ça fonctionnait très bien pour le récit intime. Donc voilà, du coup je me suis dit allez. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inspirent à part la bande dessinée, d'autres lectures, des films? Ah oui, ben justement, je me rappelle avoir lu Ligne de faille de Nancy Houston des années en amont. Et je pense que j'avais pas vraiment, j'étais pas tellement avancée dans ma thérapie sur mes problématiques familiales. Mais je pense que ça a connecté tout de suite intuitivement avec cette espèce de... Parce qu'elle remonte comme ça. Elle part d'un petit garçon qui parle à la première personne, et puis ensuite c'est son père, et ensuite c'est la mère de ce père, et on comprend en fait l'espèce d'héritage traumatique. Enfin, en fait, j'ai bien aimé comment elle partait, c'est-à-dire de remonter comme ça une ligne, quoi, familiale. Et du coup, oui, ça, je me suis rendu compte après coup que ça m'avait beaucoup marqué, enfin interpellé, quoi. Je pense que ça me parlait en fait après, c'était pas vraiment conscient à ce moment-là, mais quand j'ai décidé de faire ce livre, en tout cas, clairement, il y avait une idée un peu comme ça, pas du tout dans la forme narrative, mais dans le thème, quoi. Alors justement, ma famille imaginaire, comment il est né ce livre? Parce que le point de départ, normalement, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout, mais c'était un livre qui devait s'appeler L'Hôtel des mariages, l'hôtel AUTEL. Donc il y avait déjà, j'étais un peu... je pense que voilà, je me heurtais un peu à la trentaine, à la question de faire famille, de faire couple, de machin, enfin tout quelque chose dans lequel j'arrivais pas, moi, à être, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et donc comme en parallèle, j'avais eu ces révélations familiales, je pense que en fait, ça me brassait, quoi. J'avais besoin, en fait, de... Il fallait que ça sorte. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand je suis arrivée avec l'hôtel des mariages, le truc c'est que j'avais commencé à écrire ça déjà presque 10 ans avant. Et puis finalement, le moment où je rentre en résidence, je me relis, je me rends compte que je suis plus complètement connectée à ce truc-là. Et c'est en parlant avec une résidente, une amie à nous, qui en fait... oui, parce qu'à la résidence, il y a beaucoup d'étrangers, donc on doit parler anglais, sachant que moi, à la base, c'est la catastrophe. Donc... du coup, c'était un peu éprouvant au début. Et donc, comme je partageais l'atelier avec elle, elle me demande de parler de mon projet donc en anglais, donc autant dire la galère. Donc, du coup, je lui dis que voilà, c'est un mariage qui se passe de midi à minuit et que en fait, voilà, ça part en cacahuète, quoi. Et elle me dit ah, et donc ça parle de quoi? Et là, j'étais là, bon, d'accord. Et puis du coup, je lui dis ouais, en fait, je crois que ça commence par un rêve. Et donc là, je lui raconte un rêve que j'avais vraiment fait, où je suis au mariage de ma mère, je suis en robe de mariée, et en fait, je me sens pas bien, je m'enfuis. Et puis en fait, je me rends compte que pour m'enfuir, je dois passer par la chambre nuptiale de mes parents. Et là, elle me dit ah, ça parle d'inceste, ton livre. Et là, ça a tilté, quoi, par rapport aux révélations familiales que j'avais eues. Et en fait, en parallèle de ça, comme on s'est lié d'amitié avec cette résidente, du coup je lui racontais aussi moi par quoi je passais dans ma famille, et puis c'est elle en fait au bout d'un moment qui m'a dit mais t'es bloqué sur ton livre, pourquoi tu racontes pas cette histoire, ça c'est une histoire, c'est ton histoire, voilà. Et du coup je lui en dois une. Mais c'est la première fois que vous vous attaquiez à l'autobiographie? Ouais, en fait, même parce que ma réaction quand elle me dit ça, je lui dis ah non, pas de l'autobio en BD, au secours, enfin comme si c'était vraiment un écueil. Pourquoi vous aviez peur? En fait, non, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment genre, j'ai rien à dire, donc... Ou la facilité. Ouais, en fait, j'y voyais une facilité. Puis du coup, sauf que je lui dis ça à elle, qui était en train de faire un projet hyper personnel parce qu'elle avait traversé un cancer. Et donc, elle parlait de ça. Et donc, moi, je me retrouve à lui dire à cette personne, ah non, quelle horreur, l'autobio en BD. Et je me suis rendu compte en me disant que c'était vraiment une posture hyper con. Donc du coup, je me suis dit, ouais, alors bon, déjà, pardon d'avoir dit ça. Et puis, ça a avancé dans ma tête. Surtout qu'elle a eu une réaction, elle a fait, ah, ok.
juste comme ça. Et j'étais là, oups. Et bref, ça a évolué. Puis en parallèle, j'ai écouté un podcast à ce moment-là qui était sorti sur Louis Média, un podcast de Charlotte Pudlowski qui s'appelle Ou peut-être une nuit, où elle, en tant que journaliste, elle fait un podcast. Son point de départ, c'est l'inceste qu'a vécu sa mère avec son grand-père. Donc, voilà, c'est venu résonner aussi avec mon histoire. Et je voyais... Et voilà, on va dire la conjonction de ces deux moments ont fait que je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais faire ça en fait. Et donc j'ai appelé ma mère à ce moment-là. Mais ce projet, il couvait pas auparavant dans votre tête, pas du tout? Mais pas du tout, enfin pas en tant que BD, genre à aucun moment. Enfin, c'était pour moi, ça c'était ma vie, pénible. Et vous aviez jamais imaginé le retranscrire en bande dessinée? Jamais, non. Vraiment là, ça a été, genre vraiment pas quoi. Au contraire, j'avais vraiment cette idée que... Pour moi, la fiction, voilà, c'est l'art. Enfin, voilà. Donc, je voyais pas du tout le truc. Sauf qu'en fait, bon, maintenant, je pense différemment, bien sûr, mais non, vraiment, à aucun moment. En plus, je me rappelle que quand j'étais étudiante, même, il y avait des gens, vu que je suis un peu bavarde, ça n'aura échappé à personne. Et du coup. Des gens qui me disaient mais pourquoi tu fais pas un blog où tu racontes tes trucs, parce que je raconte toujours des anecdotes et tout ça. Et j'étais là, genre, ouais, non, enfin, non. Vraiment, je sais pas, c'était... Et puis bon, bah finalement, voilà. Justement, vous parliez d'anecdotes, de souvenirs. Comment on fait pour raconter ses souvenirs et pour se souvenir de tous ces souvenirs? Ah bah déjà, moi, je crois plutôt qu'il y a des souvenirs. Comment on fait pour pas s'en souvenir aussi, des fois parce qu'il y a des choses qui sont obsédantes. Enfin... Mais dans votre livre, il y a quand même beaucoup d'anecdotes. Et donc ça, pour se souvenir des anecdotes, comment on fait? On tire des films? Déjà, ouais, comment j'ai procédé? D'abord, j'ai recensé sur des petits post-it tous des souvenirs que je trouvais pertinents, des rêves, des idées, enfin voilà, tout ce qui pouvait alimenter, voilà. Donc c'était ces petites choses qui étaient accrochées au mur comme ça. Enfin, j'ai noté tout comme ça me venait des idées comme ça sur les post-it. Et après, une fois que j'avais recueilli assez de choses, j'ai commencé à vouloir je me suis dit, peut-être que j'y vois une chronologie, parce que tout ça était très dans le désordre. Donc j'ai accroché tout au mur pour faire une chronologie. Et à partir de ça, j'ai commencé à écrire. À dérouler un peu une histoire. Alors quelquefois, en écrivant, je me mettais à développer, je rentrais un peu dans l'écriture. Puis des fois, c'était juste une annotation, genre telle scène, tel truc. Et après, quand j'ai dû du coup donner ça à un éditeur, il a fallu que je le mette en forme plus intelligible, quoi. Donc je pense que ça a été une étape pas mal aussi pour moi, pour la structure, le fait d'écrire vraiment, de se mettre à la place de quelqu'un déjà qui va le lire. Et tout était déjà structuré, écrit, ou vous êtes revenu dessus? Ça a changé, non, parce que mon éditeur, à ce moment-là, du coup, je lui donne... et il m'a fait enlever toute une partie. Parce qu'au début, je faisais un parallèle avec le fait justement qu'au début, j'étais venue faire une autre BD qui parlait d'autre chose, mais que truc... Enfin, c'était emberlificoté avec mon travail d'autrice, on va dire. Et lui, il m'a dit, non, reste focus sur ton sujet, raconte l'histoire de famille, l'histoire de cette jeune femme. Là, on dirait que tu te justifies de faire ta BD. Enfin, on s'en fout. Bon, du coup, aïe. Mais en même temps, c'était bien, parce qu'effectivement... du coup, j'ai enlevé tout ce qui parlait du monde de l'édition, de moi, mon travail d'autrice. Donc, du coup, j'ai déjà dû réécrire parce qu'il y avait des choses qui se liaient à travers ça. Donc là, voilà, il m'a coupé un bras, hein, grosso modo. C'est ça qu'il a fait. Mais en même temps, c'est bien parce que ça aurait fait vraiment beaucoup trop de pages. Il y en a un autre qui a repoussé. Ouais, peut-être. Bah, disons que le début, finalement, en rentrant dans la BD, je butais sur les premières pages. Et je me suis rendu compte que... En fait, il fallait que je me pose la question autrement, genre, si moi je lis une BD, si je l'ouvre, comment j'ai envie de rentrer dans l'histoire, plutôt. Donc la première scène, je l'ai réécrite en la dessinant. Justement, par rapport au dessin, vous avez fait un storyboard? Pas vraiment, c'est-à-dire que, en fait, au début, j'ai fait pas mal de recherches graphiques. Au début, j'assumais pas de dessiner vraiment les gens. Tels que je les vois, ou quoi, enfin, ma famille notamment. Pour moi, il n'y a pas de problème, je m'en fiche, je peux m'amuser avec ça, mais c'est un portrait exact de votre famille quand on voit vos parents? Non, mais néanmoins, n'importe qui se reconnaît. Mais voilà, c'est ça qui est un peu space, c'est qu'en même temps, genre, mon cousin, par exemple, donc, qui a été un des premiers lecteurs
Il m'a dit, tu l'as pas gâté ta mère. Il m'a dit. Bon, c'est vrai que c'est parce que j'avais discuté avec une copine qui est illustratrice jeunesse et qui m'a dit, mais ta mère, de toute façon, vous avez la même tête, ta soeur, ta mère et toi, vous avez des joues comme ça. Et elle avait fait un truc comme ça. Oui, et très du coup, marqué. Ouais, et du coup, je me suis dit, putain, c'est vrai, ça, c'est un bon truc. Donc, c'est quand même stylisé. Enfin, c'est pas. Enfin, voilà, faut trouver quelque chose qui caractérise le personnage. Donc, ça, j'ai pas mal cherché. Surtout qu'au début, je pensais éviter. Je m'étais dit, je vais dessiner des têtes d'animaux. Comme ça, on saura pas qui est qui. Bon, ça marche pas du tout. Vraiment, ça aurait été. Non, c'était pas une bonne idée. Enfin, ça marchait pas. Donc, j'ai fait, bon, allez, tant pis. Je vais dessiner leur tête. À peu près. Mon père m'a dit, je me suis pas du tout reconnue. Alors que tout le monde m'a dit, oh là là, ton père, on le reconnaît hyper bien. Ouais, voilà. Donc t'es là, bon, bah c'est bien. Alors, on va continuer sur les souvenirs. Alors, c'est pas très radiophonique, mais j'ai quelques photos devant les yeux et sur l'écran. Ah oui, ça c'est le hameau, quand ils l'ont acheté dans les années 70. Donc, c'est-à-dire que la maison de mes parents, c'est la petite maison coupée en deux, là. Et ça, c'est la maison de mon oncle. Ah non, même pas. Attends, ça, c'est la maison, en fait, des touris. Bon, bref. Tous les arbres ont poussé, en fait, donc on reconnaît plus trop. On voit que la maison de mon oncle, là. La grande maison, c'est la maison de mon oncle, ouais. Enfin, mon oncle et ma tante et ses enfants. Oui, parce que c'est un grand domaine. Ouais. Bah, tout est à lui, en fait. Mes parents, ils ont juste racheté la petite grange à côté avec la petite parcelle. Et puis là, surtout, on reconnaît rien parce que maintenant, il y a des arbres partout. Voilà. Dans votre livre, vous le montrez bien, justement, on est en pleine nature, il y a de l'espace, de la liberté, mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'il y a un grand sentiment d'isolement. Ah bah ouais, mais puis ça, c'est encore là, hein, parce que déjà, là, ils parlent de mettre la fibre, ils n'y arrivent pas. Genre, dès qu'on doit se faire livrer un truc, enfin, c'est isolé quand même. Moi, en plus, honteusement, j'ai mon permis de conduire depuis très peu de temps, donc j'aime autant vous dire que ça a été long. Et ouais, non, c'est impossible. Donc c'était dur pour vous, cet isolement. En fait, heureusement que j'avais une mobilette quand j'étais ado. Donc j'étais tout le temps sur ma mobilette, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. À 50 comme ça, sur les routes de campagne. C'était sympa. Et voilà. Et puis à 18 ans, je suis partie. Donc de toute façon, permis, pourquoi faire ? C'était fini, ouais, les libertés. Alors on va continuer dans la documentation parce que vous m'avez envoyé toute une série de plans qui ont été réalisés par votre père. Oui. Parce que donc ils ont acheté cette grange et puis donc ils ont voilà, mon père et ma mère, hein, mais c'est lui qui a dessiné là en l'occurrence, mais je sais qu'ils ont élaboré ensemble les plans. Et donc moi à la base je suis partie de cette documentation. Au début je voulais dessiner la maison comme ça, sauf qu'en fait ça m'a pris la tête. Enfin genre vraiment parce que du coup, quand on commence à vouloir se dire, attends, je veux montrer plusieurs trucs par transparence, mais en même temps, ah non, ça tombe pas pile là, ça machin. Au bout d'un moment, j'ai fait, on s'en fout. En fait, oui, on va juste. Vous avez trouvé des subterfuges pour ça. Ouais, voilà. Au final, je me suis dit, je vais dessiner l'impression que j'en ai. Et c'est comme ça aussi que j'ai voulu faire un peu les personnages et tout. Enfin, au début, j'ai cherché un peu de la documentation, des photos, des trucs, et après, je me suis dit, non, mais c'est pas un documentaire que tu fais. En fait, tu racontes ton point de vue subjectif. Donc, faut l'assumer. Et du coup, je me suis plutôt appliquée, même quand je dessinais les personnages, à essayer de dessiner l'impression que j'en avais, plutôt que de me dire est-ce qu'ils ressemblent vraiment à ça. Alors, c'est plus ou moins réussi, du coup. Bon, voilà. Donc là, on a encore un plan avec plusieurs couleurs. Ouais, voilà, au début, parce que c'est ça. Il y a une double page dans le livre où j'ai dessiné. Donc, cette page n'apparaît pas parce qu'en fait, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Là, c'était vraiment un peu rigoureux, là. La cote, le truc, donc j'ai commencé à vouloir dessiner les différents niveaux de pièces. Et en fait, là, une fois rendu à ce stade du dessin, j'ai fait tu fais quoi là en fait, tu vas passer 6 mois sur un dessin qui est censé être une double page et ça raconte que dalle. Donc voilà, je l'ai laissé de côté. Je ne l'ai jamais terminé, mais je pense qu'il a pas à l'être, j'imagine. On va revenir aussi, là, vous nous en avez parlé brièvement, vos notes. Et vous en aviez vraiment beaucoup des notes ? Il y avait beaucoup de petits post-it, ouais. J'en ai celui-là, par exemple, je l'ai enlevé, ce rêve-là, là, qui a écrit rêve 2. Je régresse, rajeunir et trécir. Mais c'est un rêve dont je me rappelais vraiment. Après, ça fait longtemps que j'ai pris un peu l'habitude de noter certains rêves. Donc quand vous vous levez le matin, quand vous vous réveillez, vous notez ? Non, c'est vraiment pas systématique. C'est quand je fais un rêve que je trouve
où je sens que là, oula, y a du lourd, entre guillemets, c'est-à-dire un truc parlant, là, je peux noter, ouais. Et vous preniez aussi des notes au quotidien ou... Non. Non, c'est vraiment, la plupart du temps, au quotidien, il se passe un peu rien. Et là, en fait, j'ai condensé les moments où il se passe quelque chose. Alors là aussi, on a une autre note, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, ça c'est parce que quand j'ai écrit, après que je mettais en BD, je rajoutais des fois des bulles. Mais finalement, je l'ai enlevé, ça. Enfin, je crois que j'ai gardé certaines phrases. Enfin, je sais qu'il y a des trucs que j'ai réécrits avant de vraiment trouver la forme finale. Mais en tout cas, la structure, elle était quand même déjà dans le truc là derrière que j'ai écrit. Et justement, vous avez eu des moments de doute parfois quand vous avez écrit et dessiné? Tout le temps. Tout le temps, ouais. Non, pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais oui. Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner? Oui. Ouais. Ah bah clairement. Genre déjà au début, prendre la décision de le faire, ça a été genre oui, non. Puis une fois que je l'avais dit à ma mère, j'avais l'impression de ne plus pouvoir reculer. Ouais. Donc bon, bah ok, c'est parti. Ensuite, j'ai assez vite rencontré l'éditeur qui du coup a booké le truc. Genre, et donc là, bon, bah, on signe un contrat, on se dit chouette. Et après, on se dit, oh non. Là, vous aviez une pression supplémentaire. Voilà, et là, il y a un engagement de prix aussi. Je pense que pour moi, c'était bien en fait. Sinon, je sais pas si j'aurais vraiment abouti. Je trouve que dans ce sens-là, c'est quand même bien de pouvoir travailler sous contrat parce que... c'est un peu fastidieux, des projets comme ça, on peut se décourager quand même. Donc c'est bien de savoir que quelqu'un compte dessus, quoi. Enfin, voilà, prendre un engagement, quoi. Pas le truc que je préfère faire dans la vie, mais voilà, du coup... Mais on peut aussi rappeler que votre livre, il s'est construit dans le cadre d'une résidence à Angoulême. Oui, alors, voilà. Racontez-nous. Eh ben, j'étais venue pour faire donc, un livre sur le mariage, donc... après une rupture un peu compliquée où du coup j'étais à Paris, donc bref, j'avais l'impression vraiment d'être dans la roue du hamster à devoir gagner de l'argent pour payer le loyer, enfin, et au bout d'un moment j'ai fait wow, on va où comme ça là? Et du coup je me suis dit il faut que je fasse un pas de côté. Donc à la base j'ai demandé une résidence de 6 mois il y avait un appart et puis un atelier puis une bourse, en me disant, bon, comme ça, je prends du recul, je me consacre à mon projet, je vais voir ce que je fais de ma vie, tout ça. Et puis, en fait, entre le moment où j'ai eu la résidence et le moment où j'y suis allée, il y a eu le Covid. Donc là, finalement, j'ai fait, bon, allez, je me casse. Enfin, voilà, ça a été radical. Donc finalement, je suis arrivée à Angoulême, genre, je savais pas si j'allais rester, mais en tout cas, il n'y avait pas de plan B, quoi. Enfin, c'était, voilà. Donc ça, déjà, je pense que ça m'a mise dans une disposition de... Bon, ben maintenant, je vais au bout de mon truc. Donc voilà, du coup j'ai renouvelé la résidence en fait jusqu'à aboutir. Donc ça a pris quand même 2 ans et demi, presque 3. Plutôt 3, hein, un peu moins, mais bon bref, un certain temps. Et voilà, et du coup, ouais, à chaque étape, oui, il y a des moments où j'ai voulu aller en arrière. Parce que voilà, en plus ma mère, je voyais que ça la mettait dans un état affreux. Parce qu'au début, je pensais un peu l'inclure. Enfin, comment dire, je pensais que j'allais lui montrer les étapes de travail aussi pour la rassurer. Et en fait, c'était impossible. Genre, vraiment, c'est comme si on offre un cadeau à quelqu'un. Je veux dire, on va pas laisser le prix, le sac plastique, le truc. Enfin, je sais pas. Non, enfin, voilà, il va y avoir un beau paquet. Ça va être. Enfin, voilà, je voulais que. En fait, j'arrivais pas. Et même à la fin, comme il y a eu des retards d'impression, en fait, là, elle pétait vraiment un câble parce qu'elle avait rien vu. Mais elle vous demandait aussi? En fait, elle me demandait au début le scénario parce qu'en plus, elle savait que je l'avais lu à des gens. Donc, elle était super mal avec ça. Et en même temps, je pouvais pas lui lire à elle parce qu'elle allait trop mal le vivre. Et en plus, enfin, bref, c'était trop intense. Mais par contre, on était toujours en conversation. Donc, j'essayais de la rassurer et tout. Et puis après, le dessin, je pensais lui montrer. Et en fait, non. Parce que pareil, enfin... Et puis c'est quand j'ai commencé la couleur, une fois que j'avais que j'avais bien avancé, j'avais fait peut-être la moitié du livre, que là je me rappelle, je suis allée chez elle, je lui ai montré en PDF, genre sur une clé, mais genre je lui laisse pas le fichier, et j'ai fait dérouler et elle était comme ça. Enfin, déjà juste elle a lu la première page, elle s'est mise à pleurer, donc c'était l'enfer. Mais enfin bon, bref. Donc bon, on a regardé le truc et
Et en fait, elle était un peu interdite, quoi. Et puis, je voyais qu'elle s'arrêtait un peu sur des phrases, des trucs, et moi, je faisais défiler, genre, non, mais lis pas. Genre, c'était vraiment comme tu feuillettes un livre super vite. Genre, voilà, t'as rien vu, c'est bon. Enfin, donc, je crois que ça l'a un peu, pas rassuré, mais au moins permis de se projeter dans quelque chose déjà. Une forme, quelque chose. Savoir un peu à quoi ça allait ressembler. Et le reste de votre famille? Et le reste de ma famille, ben, je sais pas. Enfin, ils sont pas intervenus? Non. Non. Déjà, je sais pas trop qui était au courant, ça s'est un peu dit. Enfin voilà, il y a eu ce moment que je raconte à la fin où il y avait le mariage de mon petit cousin. Du coup, voilà, là je l'ai dit comme ça, mais juste entre les. Enfin, je sais pas, c'est un peu communication floue quoi. Mais c'est vrai que par contre, depuis que c'est sorti, j'ai beaucoup de messages de gens de ma famille. Enfin. C'est pas forcément évident, genre. À gérer, oui. Ouais, mais même pour eux, je pense. Enfin, ça a fait des conversations. Je pense que ma mère et ses sœurs ne pensaient pas forcément avoir à l'âge qu'elles ont maintenant. Enfin, bref. Ça, c'est la partie un peu genre. On n'est pas sorti encore du truc, je crois. Mais vous, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que on a l'impression, je pense que c'est une réalité, vous prenez du recul par rapport à tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dessinez. Ouais. Comment on fait pour prendre du recul comme ça? Pas le choix, hein, en fait. C'est tout. Franchement, je sais pas. Là, vraiment, c'est un truc... En fait, au début, j'étais vachement mue par la colère quand j'ai écrit. Donc le premier jet, c'était pas cool non plus. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je pouvais pas faire lire à ma mère. Puis voilà, après, en se relisant, on se rend compte, en fait. En se relisant, ça devient déjà un truc qui est déposé à un endroit. Puis là, on se rend compte, ouais, c'est pas vrai, je pense pas vraiment ça, quand même. Ouais, vas-y, je chante. Enfin, voilà, c'est vraiment un exercice, je pense, qui est bien. Mais vous réussissez à exprimer un sujet lourd, mais toujours un peu avec de la légèreté. Ouais. Il y a du rire, il y a beaucoup de rire aussi dans votre bande Ouais, dessinée. bah tant mieux, ça c'était un enjeu. Je voyais bien, j'étais là, j'espère que je vais réussir à faire des blagues. Et en même temps, plus ça allait, plus j'étais là, putain, c'est vraiment pas drôle en fait cette histoire. Genre, mais bon, voilà, tant mieux si les gens ont un petit peu ri quand même. Mais je peux faire plus drôle, je pense. Ouais. Plus drôle que ça encore, ouais. Ah ouais, j'aimerais bien que ce soit moins tragique la prochaine fois. Mais parfois, on frôle avec le cynisme aussi. Certes. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un fait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'un petit peu sarcastique, je pense. Une forme de protection ou de... Ouais, c'est un truc de l'autodérision. Je sais que pour le coup, c'est mon père qui nous a appris ça très tôt. Voilà, on va rigoler. Donc, ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est sûrement un peu défensif. Et puis en même temps... voilà, pour moi, il y avait ce truc de à la fois, je vais pas minimiser cette histoire, parce que pour moi, je pense que c'est ça que j'ai travaillé aussi avec ma psy, c'est qu'elle te fait ouvrir les yeux, genre, non, mais c'est pas anodin. Ah bon, enfin, parce qu'il y a cette volonté de tout mettre derrière. Et donc voilà, il y a un équilibre entre les deux, c'est qu'à la fois, oui, il faut appeler un chat, et en même temps, il y a un besoin de... pas de relativiser, c'est pas le mot, parce que j'ai pas envie de relativiser, mais enfin, je sais pas quoi. Il n'y a pas que ça en fait. Ça résume pas ni toute ma vie, ni toute ma vie de famille, juste les drames. Enfin, il y a aussi plein de rires et plein de trucs, donc voilà. Mais c'est aussi une forme d'exutoire, ce que vous nous avez raconté là. Ouais, bah carrément. Franchement, je pense que quand j'ai écrit, j'étais assez fâchée, j'étais du coup un peu en retrait aussi de ma famille, etc. Et du coup... Et on le sent quand vous écrivez, ça commence vraiment par le sentiment de colère, et petit à petit ça se libère et ça s'évacue. Ouais, je pense qu'en fait au début j'assumais vraiment le truc, genre ils vont voir ce qu'ils vont prendre, enfin il y a un truc comme ça. Et puis en fait c'est vrai que petit à petit j'avais tellement l'impression de transgresser en faisant ça, que je me suis dit, je me suis mise un petit peu plus à leur place, ou même pas, je sais même pas si c'est ça, mais je sais pas, puis même pour soi-même, on a envie de penser sa plaie, quoi, dans les deux sens du mot d'ailleurs. Enfin, donc voilà, c'était ça l'idée, quoi. Je crois que
Puis en vrai, voilà, moi, c'était un moment de ma vie où, pour d'autres raisons, qui n'ont pas à voir avec ma famille, mais voilà, où j'avais vécu aussi un deuil assez violent. Et donc, j'étais en plein dans ma phase de deuil, en fait, quand j'ai écrit. Je m'en rends compte maintenant à quel point c'était le cas. Donc, de toute façon, t'es là, bon, bah, allons-y, roulons-nous dedans et tout ça. Enfin, donc, voilà. Et puis après, le fait d'être en résidence, on rencontre plein de gens qui sont eux-mêmes complètement focalisés sur leur truc. Donc, je pense qu'on se connecte bien aussi. Donc la résidence, ça vous a aussi aidé, l'atelier, Ah ouais, de non, travailler mais en atelier. clairement, Ouais. je pense que c'est fondamental. Parce qu'à un moment, on fait que ça. N'est-ce pas? Désolée, Léa. Et justement, dans votre livre, il est aussi question de tabous familiaux et d'intimité. Est-ce que vous vous êtes mis des limites à raconter votre intimité? On dirait que non, hein. Mais j'ai mon jardin secret. Non, mais ouais, en fait, je crois que la limite que je me suis mise, c'est je parlerai pas de ma vie sentimentale. Parce que je ne vais pas leur faire ce plaisir. Enfin, un truc comme ça. Parce que là, vous allez très loin dans l'intimité, quand même. Ouais, voilà. Mais après, l'intimité, c'est comme je le dis dans mon livre, quand je dis dans la famille, c'est une notion floue, c'est vrai. Je sais pas, on n'est pas pudique dans la famille. En plus, je l'ai même pas trop dit dans la BD, mais en vrai, c'est aussi un peu une famille de naturistes. Bon, bah, c'est un délire, hein, donc je sais pas. Ouais, du coup, j'ai un rapport à tout ça. Enfin, mais par ailleurs, ils ont énormément de pudeur justement sur les émotions. Voilà, tout est assez mis à distance. Les histoires, justement, histoires de famille. Donc je pense que voilà, je me suis sentie flouée, moi, ou quelque chose. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu... Ouais, et puis je sais pas, c'est un peu comme je dis au début, là, comme on se jette dans le vide, c'est vraiment ça. On se dit, bon, bah tant qu'à faire, je vais plus me cacher derrière mon petit doigt, du coup, si déballons tout, et puis ça y est. Enfin, ouais, c'est exutoire, clairement. Mais parce qu'à ce moment-là, c'était un truc hyper nos futurs, quoi. Genre, quand on est dans le deuil, on se dit, de toute façon, c'est la mort. Donc voilà, il y a un truc... on se projette pas après, il n'y a pas d'après. Et maintenant, je suis là, genre, ah, oups. Donc vous vous êtes dit, j'y vais, je fonce, tout est permis. Presque. C'est-à-dire que Donc, je si pense vous dites que presque, c'est que quand même, il y a peut-être une petite limite. j'ai censuré des petits trucs petits, mais... Quel genre de petits trucs, sans les dévoiler? Bah, ouais. Non, en fait, j'ai essayé de... Par exemple, le personnage de ma sœur, me suis contenue, je dirais. Parce que j'ai l'impression que c'était la relation la plus importante à sauver. Je sais pas si j'ai réussi. Mais si, parce que maintenant, elle s'est installée à Angoulême avec toute sa famille. Ah. Ouais. Comme quoi, la vie est bien farceuse. Voilà. Donc, il y a quelqu'un d'important aussi dans cette histoire, dans votre vie, c'est votre grand-mère. Ouais. Ben, ma grand-mère, qui est décédée en 2017, c'est un personnage... moi, je l'ai connue... je veux dire, finalement, le moment où j'ai su ce qui s'était passé dans la famille, elle était déjà partie presque, en quelque sorte. Elle parlait plus. Donc, je sais pas. Moi, je garde pour moi ma relation avec la grand-mère, qui est la mère de ma mère. Ça n'est pas ma grand-mère. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, c'est comme ça. C'est quelqu'un de votre famille proche, mais qui est pas vraiment dans votre famille. Bah, elle est morte, quoi. Ouais. Donc, elle est plus là. Mais si, ouais. Non, mais on était énormément réunis autour de ma grand-mère. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Après, c'est sûr que quand j'ai appris cette histoire d'inceste, bah, ouais, je sais pas. En fait, le temps que je digère ce truc, elle était morte, en fait. Donc, je sais pas. C'est... Et vous avez un regret de ne pas en avoir parlé plus avec elle ou... Non, pas parce du qu'en tout. fait, j'étais prête à le faire, en fait, à un moment. Et puis, quand j'y suis allée dans cette intention, elle avait perdu l'usage de la parole. Donc, j'ai fait, bon, ben... Ok, donc on ne pourra pas parler, du coup. Voilà. Donc, je l'ai vraiment interprété comme... Ça t'arrange bien de ne pas parler. Enfin, voilà, un truc comme ça. Oui.
Et puis je me suis dit aussi, on frappe pas une femme à terre, enfin je sais pas, un truc. Mais de toute façon, j'étais pas non plus dans un truc de je vais la confronter. Je m'étais juste dit, maintenant je pourrais en parler avec elle, j'aimerais savoir. Mais en fait non, je pense que elle, c'était pas possible. Enfin, c'est mon interprétation du moins. Ça engage que moi, mais moi j'ai vraiment le sentiment qu'elle a perdu l'usage de la parole, comme par hasard au moment où la parole s'invite. Enfin, après voilà. Je sais que... Bon, j'en sais rien en fait. Après, c'est plutôt entre elle et ses filles. Enfin, voilà, ce qui n'est pas dans le livre. Alors, il y a un élément important tout à l'heure. On parlait des tabous familiaux, mais il y a aussi la métaphore de la pièce noire dans votre maison. Ah, là. oui, J'ai trouvé ça très intéressant. De toute façon, la ça, maison, c'est c'est un personnage à part entière. Ouais, mais ça, je pense que ça vient vraiment de... Notamment mon père, surtout, qui donc a cette vision de l'architecture, où lui, il pense que si on voulait être vraiment un bon architecte, il faudrait fréquenter assez longtemps les clients pour connaître leur psyché et savoir quel genre de maison leur faire. Parce que les maisons standards, c'est vraiment pas son délire. Enfin, il trouve que Et donc oui, je pense que dans ce sens-là, cette maison, elle est comme ça. Et c'est vrai que cette histoire de pièces qui puent, c'était vraiment drôle parce que moi, ça a toujours été comme ça. Tout ça, c'est véridique, tout ce que vous racontez. Ouais. Et c'est vrai que quand je me rappelle, c'est un pote à moi de l'école d'art, là, justement, qui était venu un été. Puis je fais visiter la maison et puis je dis, bon, ben ça, c'est la pièce qui pue. Et là, il éclate de rire, il me dit, la pièce qui pue. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est absurde, on l'appelle comme ça. Il me dit, non, mais vraiment, genre, c'est vraiment comme ça que vous l'appelez. Je dis, oui, elle pue vraiment. Et genre, on ouvre la porte et il fait, bon, il rigole, il dit, ah oui, elle pue. Et mais pourquoi? J'étais là, je sais pas. Enfin, il y a un truc qui pue et on sait pas et on s'en fout. Personne n'a jamais cherché à savoir pourquoi ça pue. Bah, on a fini par le faire, du coup, c'est pour ça que j'en parle dans le livre. Parce que ça, pareil, moi, j'ai interprété vraiment dans un truc genre. Non, mais on plante sérieux. tout, on cache tout. C'est ma sœur qui avait besoin de cette pièce pour stocker des affaires, vu que donc elle vivait en expatriation, donc elle avait beaucoup de mouvements avec sa famille et tout. Donc, du coup, à un moment, elle avait besoin de stocker des affaires. Et donc elle a dit, bon, on va vider la pièce qui pue. Et là, j'étais là genre, oh, on va faire ça. Et donc on s'est rendu compte que c'était le labo photo de mon père qui avait fui, qui était pourri et que ça puait. Et donc on a tout vidé. C'était marrant. Il y avait des tonnes de trucs absurdes. Mais on sent que tout tourne autour de cette pièce, en fait, dans votre maison. Après, moi, j'ai bien aimé voir le parallèle comme ça. En fait, c'est une pièce... à vrai dire, dans le quotidien, on n'y pense pas. Mais c'est son rôle, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Après, parce que je me dis, c'est vrai, c'est une pièce, on en a rien à foutre. On met des trucs dedans, on n'y pense pas, on n'y fait rien, mais elle est pleine de trucs. Enfin, maintenant, c'est différent parce que c'est la pièce qui pue plus. Mais elle est quand même pleine de trucs. Néanmoins, la porte reste toujours ouverte. C'est ça qui est drôle, par contre. C'est que maintenant, bien qu'elle soit de nouveau submergée de tout un tas de trucs, la porte est toujours ouverte. Genre, on ferme plus la porte de cette pièce. Vous continuez à aller dans cette maison? Ah oui. Ouais, avec ma famille, on n'a pas réussi à se fâcher, finalement. Est-ce que vous portez un regard différent maintenant sur cette maison après l'écriture de votre bande dessinée? Non. Parce que je pense que... Non, je l'ai vu évoluer, cette maison, elle est passée par plein de phases. Maintenant, elle est dans la phase un peu, mes parents, ils sont plus âgés, donc elle est vraiment ensevelie de choses. Plein de fois, je me dis, oh là là, faut que je les aide à vider des trucs, et après, je me dis, mais non, enfin, à un moment, ils ont qu'à vider leurs trucs. Enfin, bon, voilà. Mais j'y étais pas plus tard que le week-end dernier. C'était l'anniversaire de mon père. Voilà, donc non, ça continue à... Mais j'ai pas changé ma vision, c'est-à-dire que la maison, elle évolue en elle-même, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que ça va être bien la galère après parce qu'il y a tout plein de problèmes de fuite. Enfin bon, bref, c'est autre sujet, mais voilà. Et il y a quelque chose aussi très important dans votre livre, c'est le travail sur le cerveau. Parce que vous avez découvert des choses en allant faire des séances de MDR. De MDR, d'hypnose. Et est-ce que vous connaissiez toutes les capacités de votre cerveau avant ça, ou est-ce que c'était une découverte pour vous? Non, une découverte totale. Enfin, genre déjà, j'avais l'impression d'être un crash test d'un truc parce que au moment où ma psy m'en a parlé, j'en avais même pas entendu parler.
Du coup, j'étais pas très chaude à la base. J'étais un peu genre, c'est sûr, on va faire ça. Puis bon, en même temps, je lui faisais confiance à elle, donc je me suis dit, bon, bah, allons-y. Et en fait, ouais, ça, c'était bizarre. Ça, parce qu'en fait, je pense que quand on fait le travail thérapeutique, on est dans une démarche d'analyser, de comprendre, de restaurer des choses, de machin. Mais en fait, j'ai l'impression que là où ça se passe, c'est là où justement on perd un peu le contrôle aussi de ce qui se passe. Enfin voilà, des choses qui vont surgir. Et là, c'était un peu ça, ouais. Et j'ai trouvé ça difficile, en fait. Je recommande pas forcément l'expérience. Enfin, je pense que c'est bien. Enfin, je pense que c'est utile. Mais franchement... C'était un révélateur quand même pour vous, cette expérience. Bah, en fait, après, j'étais un peu mal à l'aise des fois à le conseiller même à des amis parce que j'avais trouvé ça hyper éprouvant et du coup, j'avais quand même le sentiment que ça m'avait effectivement aidé. Mais c'est un sentiment bizarre, c'est comme si on avait l'impression d'être soigné. On n'a pas l'impression d'être proactif complètement du processus, donc j'arrivais pas vraiment à le recommander l'expérience parce que je me disais, ça se trouve, j'ai juste eu du bol. Parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait, vraiment. J'ai pas compris le concept du truc. Enfin, sincèrement, c'est vrai, quoi. Tu fais le truc, après ça va mieux à un endroit, mais impossible de comprendre, j'ai pas compris. Enfin, est-ce que vous aviez des doutes par rapport à ce qu'elle vous disait ou... Ouais. Ah oui. Bah, surtout, après la première séance, j'étais hyper mal. Et du coup, je me rappelle, je suis venue à la deuxième séance uniquement pour me plaindre et dans l'espoir d'être remboursée, genre, c'était un scandale. Elle m'a dit, du calme, on n'a pas fini. Et elle me dit, on va poursuivre. Et effectivement, après, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, bon, ça a l'air de faire du bien. Mais au début, ouais, non, j'ai l'impression que tout était perturbé. Enfin, ouais, non, c'était très bizarre comme expérience, franchement. Je n'ai pas forcément envie de le refaire, pour le coup. Et pourtant, vous en parlez, on sent que vous avez souffert, mais c'est aussi une forme de libération. Après, quand vous courez, que vous appelez votre mère, là, on sent que vous êtes complètement libéré. C'est même assez... non, mais je pense que c'est clair que c'était nécessaire. Mais franchement, je pense que n'importe qui fait un peu une thérapie voit bien que c'est pas une partie de plaisir et que néanmoins, ça porte ses fruits. C'est peut-être comme un appareil dentaire. C'est long, ça fait chier, ça fait mal et tout ça. Et puis, mais c'est bénéfique. Ouais. Je rigole. Pas un sourire génial non plus. Donc, vous parliez de votre père tout à l'heure. Vous avez beaucoup parlé de votre mère, mais est-ce que votre père a lu le livre ? Oui. Ouais. Il m'a rien dit. Rien du tout. Il m'a dit, j'ai versé ma petite larme, mais je suis pas d'accord avec tout. Et je me suis pas du tout reconnue. Voilà, c'est tout. Là, j'aimerais c'est pas encore très radiophonique une nouvelle fois, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur cette planche parce qu'il y a plusieurs planches, dont des doubles pages. Où là, il y a beaucoup de choses. Comment vous les avez construites, ces doubles planches ? Vous racontez plein de choses, en fait. En fait, quand je voulais faire des doubles pages sans cases, je pense que ça vient du côté un peu illustration. C'est quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir à faire une grande image, à passer du temps. Et du coup, après, c'est l'influence de plusieurs auteurs, autrices. Ça se pratique quand même pas mal. Genre, par exemple, une amie qui est avec nous en résidence, qui est autrice de BD, qui s'appelle Sole Otero, une Argentine. Elle utilise aussi ce personnage qui se déplace dans la page, dans un décor. Donc déjà, ça revient, entre guillemets, c'est pour faire une belle image en s'épargnant le découpage par case, des fois qui est un peu tronçon, quoi. Donc, et aussi après, là, moi, je pense particulièrement dans cette image, ça se sent, mais c'est l'influence du travail de Brecht Evans, parce que comme je l'avais rencontré quand je travaillais avec Actes Sud, et que donc j'étais un peu, je sortais un peu de l'œuf, quoi, ou je sais pas quoi. Enfin, j'avais pas trop de culture de l'image ni rien par rapport à ça. Je pense que je me suis nourrie aussi de sa façon. Il a une façon très spéciale de. Alors, je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de construire l'image ou autre, mais en tout cas, j'avais vu que en fait la BD, ouais, c'est aussi, ça peut être assez pictural, ça peut être, enfin voilà. En tout cas, les lectures de ces livres, ça m'a en tout cas inspiré un peu de liberté dans ce que c'est que la BD, en fait. Et puis je pense que maintenant, c'est un art qui s'est énormément émancipé de ces cases, justement. Donc là, oui, on sent bien une forme de liberté, mais c'est pas du tout une forme de contrainte pour vous, de réaliser ce genre de planche. Ah bah non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, contrainte ? Parce qu'il y a plein de choses, vous racontez plein de choses en une seule planche. Ah
Non, mais là, j'ai suivi mon script, genre. En fait, je sais ce que je veux lui faire dire, à qui, à quoi. Donc après, c'est une question d'ambiance. Donc on peut profiter dans les figurants et tout pour mettre des petites anecdotes, entre guillemets, visuelles. Et après, l'idée, c'est surtout de comment on va arriver à faire que le texte il soit lu dans l'ordre qu'on veut, dans lequel on veut qu'il soit lu. Et là, je me rappelle, par exemple, quand j'ai fait la couleur, j'étais pas sûre, je suis toujours un peu stressée quand je fais la couleur, en fait. Parce que quand on fait un dessin, enfin moi, en tout cas, quand je fais un dessin, je me projette pas forcément dans la couleur. Donc au moment de passer à la couleur, j'étais là, je savais que ce serait une ambiance de nuit, de fête, mais j'étais là, putain, comment je vais gérer ça et tout. Et puis, du coup, bon, bah souvent, moi, j'aime bien travailler... du coup en tradi, enfin avec les fautes, parce qu'on est obligé de se tromper, enfin on est obligé de faire un peu avec un truc qui se passe imprévu. Par exemple, ce bleu schtroumpf, clairement c'était pas du tout, enfin genre j'étais dégoûtée au moment où je l'ai fait, j'étais là putain ça va pas ce gros bleu et tout, donc j'en ai rajouté ailleurs d'autres couleurs pour le faire un peu se taire quoi, enfin, voilà, donc c'est des hasards hein, aussi. Vous parliez des feutres, quelle technique vous utilisez pour dessiner? Bah, des feutres. Uniquement des feutres. En fait, non, je dessine d'abord normal crayon. Après, j'encre. Là, j'ai encré à la plume avec une encre un peu sépia. Bon, là, non, pour le coup, noir et blanc. Mais, et après, du coup, le feutre, c'est des feutres un peu pinceau, là. Voilà. Donc, le feutre, c'est comme du coloriage, en fait. Hein. Mm. Alors, il y a autre chose qui est très important dans votre livre pour moi, et que vous rappelez souvent. Il y a beaucoup d'adultes dans votre livre, mais il y a aussi beaucoup d'enfants. Et pour moi, c'est un bel hommage aux enfants, à leur intelligence et à leur clairvoyance. Peut-être qu'on ne le dit pas assez souvent. Ça me fait plaisir, parce que là, vraiment... Non, c'est pas le cas. Non, enfin j'en sais rien en fait. Moi je trouve. Moi pour moi les enfants c'est des gens, hein, c'est tout donc. Mais c'est bien mis en avant justement dans votre livre. Ah ouais, ok. Ah, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me dit ça. Non, mais j'ai vraiment dessiné beaucoup d'enfants. Oui. Ah, ok. Ah, peut-être. Il y a beaucoup d'adultes, mais il y a aussi les enfants, ils ont une place importante quand même. Ah ouais, ok, ok. Non, mais c'est bien, ouais. C'est vrai. Non, mais parce que... Non, mais c'est vrai que l'enfance, il y a tout, quoi, là-dedans. Après, là, franchement, ce que vous me dites, c'était pas conscient, je pense. C'est juste pour moi, les enfants, ils sont là. Et puis, moi-même, je me suis connectée à mon enfance pour raconter cette histoire. Donc forcément, je pense que quand on se rappelle de quel enfant on était, on perçoit les enfants différemment aussi. Et on a peur pour eux. Mais vous aviez votre regard d'enfant ou votre regard d'adulte quand vous racontez votre vie d'enfant? Non, j'avais le regard d'enfant. Ouais, mais j'ai quand même conscience de... Mais je me rappelle très bien, je suis la même personne. C'est-à-dire que la même personne dans une vie qui n'a plus rien à voir. Mais ouais, je me sens pas tellement éloignée de cet enfant. Non. Ouais. Alors on va bientôt arriver au terme de cette rencontre. J'aimerais qu'on parle un peu de vos projets futurs. Est-ce que vous allez repartir dans la fiction ou plutôt dans l'autobiographie ? Alors, j'aimerais bien ne pas faire de l'autobiographie comme c'était le cas dès le départ. Donc, je vais essayer de faire une fiction. Et bon, ben, j'oscille entre plusieurs projets. Mais là, en ce moment, je dirais que j'ai envie de faire une fiction sur la question de l'amour et de la conjugalité. Et je pense que ça n'est pas la même chose. Voilà. Ça, c'est pour vous dire, pas la peine d'acheter le livre, vous savez déjà ce que c'est. Non, mais voilà. Ouais. Vous avez complètement abandonné l'idée de l'hôtel des mariages ? Ouais. Enfin, oui et non. Genre, en fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, ce que j'avais fait. Je me suis dit, c'est pas mal quand même et tout. Puis bon, j'en ai parlé à mon éditeur, il était là, ouais. Bon, il y a du travail, quoi. C'est-à-dire, faudrait reprendre beaucoup. C'est un truc que j'ai écrit il y a 10 ans, ça se sent. Enfin, moi, je le sens, mais je pense que n'importe qui le sentirait. Enfin, et puis du coup, je sais pas, reprendre un truc qu'on a déjà fait, j'en sais rien. Puis j'ai l'impression que c'est un peu mon projet. Peut-être que je dirais que je le finirai tout le temps, puis je le finirai jamais, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que je puisse le... Enfin, il y aurait beaucoup de travail... En fait, je trouve ça plus difficile de reprendre quelque chose qui est déjà un peu avancé que de repartir
sur un nouveau truc, quoi. Mais là, par rapport au livre Ma famille imaginaire, vous n'avez pas de regrets par rapport à ce que vous avez écrit ou des manques, des choses comme ça, non? Non, franchement, je suis contente parce que au final, c'est la première fois que j'aime vraiment quelque chose que j'ai fait. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire, Bah, tel que je le dis. Genre, c'est je suis vraiment contente. c'est tel que vous l'imaginiez en fait. Pas du tout. Non. Genre, je l'imaginais pas, en fait. Je sais pas. C'est ça, ça se fait en se faisant et je suis trop contente du résultat. Et franchement, je pensais pas dire ça un jour d'un truc que j'ai fait. Donc, c'est une belle victoire pour ça, pour moi-même. Parce que tous mes autres livres, enfin, c'est des livres de commande, mais il y en a que j'aime bien et tout. Mais voilà, non, c'est pas pareil, quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir bien maîtrisé du début à la fin. Puis je pense qu'avec l'éditeur, ça s'est vraiment bien passé. Il m'a bien soutenu, bien accompagné, même sur lui, par exemple, toute la partie fabrication. Moi, j'y connais rien, franchement. J'aurais été bien capable de choisir le bon papier, le bon ci, le bon ça. Et j'aime bien l'objet, j'en suis contente. Donc non, c'est cool. Ouais. Et vous avez fait beaucoup d'allers-retours avec l'éditeur? Pas tant que ça, en fait, à part ce moment où il m'a coupé le bras, là. Et après, je lui ai envoyé une partie du crayonné. J'étais un peu fébrile, mais il m'a dit c'est bien, continue. Donc après, je lui ai envoyé par un paquet de 100 pages. Donc finalement, il y a eu 2-3 envois, pas plus. Et puis, évidemment, quand on envoie le tout, ben, c'est terrifiant. Et en fait, il m'a dit que c'était super et qu'il trouvait ça super. Donc j'étais soulagée, extrêmement soulagée. Et après, il m'a dit, bon, bah, il faut faire la couleur pour dans 4 mois. Donc là, j'ai paniqué. Et puis là, j'ai buté sur la couleur. Et pareil, là, je voyais que j'étais bloquée. Lui, je voyais qu'il n'était pas convaincu. Les premières pages que j'avais fait. Puis au bout d'un moment, il voyait que j'étais trop bloquée, paniquée. Et puis il m'a dit, non, mais vas-y, continue. Et puis tu verras s'il y a des trucs à reprendre. Mais avance. Et voilà, il avait raison. Du coup, au bout d'un moment, c'est comme une mayonnaise un peu, là. On se débat. Et puis à un moment, ça prend. Ouais, voilà. Et après, pour la couve, ça a été pas mal d'aller-retour aussi, mais pareil, c'est venu à un moment. Justement, vous m'aviez Ah envoyé... oui, ouais, j'avais fait ça pendant que je faisais le crayonné, mais comme ça, un peu plus pour dire, bon, j'ai pas assez avancé le crayonné, mais je vais quand même lui donner un truc, genre, hey, j'ai fait ça. Et donc en ça, fait, c'est one shot, ça. Ouais, ça, c'était un petit crayonné un peu, voilà, insignifiant, et en fait, il a bugué sur cette idée. Il m'a dit, parce que moi j'avais pensé ça, mais à vrai dire, à ce stade du projet, je me disais, ouais, on verra. Et lui, en fait, c'était à quel moment ça, la couleur? Ça, c'était, je venais de commencer le crayonné. J'avais peut-être fait 50 pages. Ouais. Oui, parce que donc, ce que j'ai pas vraiment storyboardé. J'ai écrit le script et après, en fait, j'ai crayonné, quoi, assez vite. Et donc la couverture, elle arrivait très tôt. Oui, mais sauf que pour moi, à ce moment-là, c'était non, mais et je sais pas, il a bugué là-dessus. Et donc après, ça a dû évoluer pour voilà le titre, le côté des boyaux. Enfin voilà, j'ai dû faire plusieurs essais pour arriver à ce que ce soit pas trop raide, parce qu'au début, la première couve que j'avais faite pour les représentants là, était vraiment, c'était l'enfer. Enfin. Qu'est-ce que ça représentait? En fait, grosso modo, ça, mais du coup, je sais pas si vous voyez sur la couverture finale, finalement, on voit pas mes seins, par exemple, ce que je trouve mieux. Parce que là, quand j'ai mis la couleur, il y avait un truc, tu t'en rappelles non, mais je dis ça parce que Léa, elle m'avait dit, faut que tu te dises, est-ce que tu te vois signer à côté de ta couve comme ça? Et j'étais là, non, clairement, là, c'est malaise. Et donc voilà, je me suis dit, non, mais j'ai pas envie de vendre un livre avec une paire de seins, quoi. Enfin, ça me fait chier. Bon, quand même une femme dans une baignoire, mais... pas pareil, non? Je trouve. Voilà. Alors, on va passer la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, il nous reste 1 minute. Hâtez-vous. Pas de questions? Des réponses peut-être? Oui. Oui. Alors, je dirais plus maintenant, mais oui, je pense clairement que mon père a joué un rôle... Je vais retranscrire la question. Est-ce que votre père a un rôle en tant qu'architecte important dans votre dessin? Voilà. Oui.
Tout à fait. C'est-à-dire que je pense que lui, déjà, il m'a poussé là-dedans depuis le début. Je pense que même en tant que petite fille, je voyais que c'était l'endroit pour lui plaire aussi. Regarde, j'ai fait un beau dessin. Et je me rappelle, je lui demandais, quand j'étais petite, je lui demande de me donner un cours de dessin. Je crois que je voulais passer du temps avec lui. Et en fait, il me donne 2 feuilles A4. Il me dit, sur celle-là, tu fais à main levée que des traits horizontaux et sur celle-là, que des traits verticaux. J'avais genre 7 ans, tu sais là, c'est nul. Il dit, ouais, c'est comme ça, le dessin. Ok, super, merci. C'est pas très engageant. Hein. Non, donc j'ai lâché l'affaire, les cours avec lui. J'ai plutôt pris des cours avec quelqu'un d'autre de plus sympa. Et oui, en tout cas, il m'a... Après, mon père est quelqu'un d'assez critique. Donc, une fois que j'ai commencé à me professionnaliser, on va dire, j'ai complètement évité de lui montrer vraiment ce que je fais. Mais finalement, je crois qu'il est content maintenant. Des fois, il fait des compliments, mais de façon super indirecte. Genre, par exemple, je parle d'un auteur, ah, j'adore son travail. Bof, non, bof. Moi, je préfère ce que tu fais. Hein? Tu peux le redire? Voilà, un truc comme ça. D'autres questions? Non, personne? Bon, je vous remercie tous et toutes. À bientôt. Merci Edith. Merci.